Voilà. Bonjour Anne-Dauphine Julien et Christophe André. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une vraie joie de partager ce moment avec vous ce matin. Votre échange s'inscrit dans une série de regards croisés entre des intervenants aux universités d'été Transmutation, regards croisés sur la pandémie du Covid-19, sur le confinement et sur l'après. Alors Anne-Dauphine Julien, tu es épouse, tu es maman, tu es journaliste, écrivaine et réalisatrice. Dans tes livres Deux petits pas sur le sable mouillé et Une journée particulière, tu emmènes le lecteur dans ta famille, au cœur de l'épreuve et au cœur de l'amour. Alors que vos filles Thaïs et puis Azilis sont atteintes d'une maladie dégénérative, vous allez mettre tout votre cœur à essayer d'ajouter de la vie au jour, puisqu'on ne pourra pas ajouter de jour à la vie. C'est un témoignage d'amour vraiment bouleversant. Et puis tu as réalisé le merveilleux documentaire Et les Mistral gagnants, que tu as tourné auprès d'enfants atteints de maladies graves, un hymne à la vie là aussi. Et puis maintenant, avec la fondation Ce qui compte vraiment, tu réunis des jeunes autour de témoins pour réfléchir aux valeurs essentielles humaines. Christophe André, tu es psychiatre, psychothérapeute. Tu es spécialisé dans la prise en charge des troubles anxieux et dépressifs. Dans ce domaine, tu as dirigé pendant de nombreuses années une équipe à la clinique Sainte-Anne. C'est toi qui as introduit la méditation de pleine conscience en milieu hospitalier en France et tu as notamment incorporé cette pratique dans les thérapies, en particulier pour la prévention des rechutes dépressives. Euh, tu as rédigé de nombreux articles et livres scientifiques et aussi de très très nombreux livres à destination du grand public. Et ceux sur la pleine conscience notamment contribuent à diffuser cette pratique très largement partout. Alors, ce matin, donc, vous allez nous parler notamment de la pandémie. Cette pandémie du Covid-18, elle nous rappelle le caractère éphémère, fragile, vulnérable de nos vies. Elle nous renvoie à notre finitude. Et ces caractéristiques qui sont inhérentes à toute forme de vie, eh bien, notre société a tendance à les occulter. Anne-Dauphine, que souhaites-tu partager à ce sujet ? Oui, moi je pense que c'est l'une des plus grandes choses qui est révélée par cette pandémie et ce virus. Et c'est d'ailleurs ce qui explique une panique qui s'est installée à travers tout le monde. C'est-à-dire que tout à coup, on se sent vulnérable et on se dit qu'on peut mourir. Moi, je suis assez impressionnée de voir à quel point cette maladie effraie. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas grave, hein, il y a des mesures à prendre et qui sont prises et que je respecte tout autant que les autres. Mais je suis étonnée de ce que ça réveille chez les gens. Ça réveille cette peur profonde, cette peur, plus que de la maladie, en fait, de se retrouver vulnérable et surtout de mourir. Alors, je ne dis pas qu'il faut être morbide et être obsédé par la mort, mais je crois que la mort est tellement inhérente à la vie, enfin, elle fait partie de la vie. D'ailleurs, je pense que c'est la mort qui donne son prix à la vie, que c'est compliqué de devoir s'en rappeler dans des moments aussi difficiles. Il faudrait qu'on ait toujours en conscience cette mort, sans pour autant paniquer, ni pour autant que ça devienne une obsession, mais tout simplement parce qu'elle fait partie de la vie. Moi, je suis très impressionnée, et je l'ai été en filmant les 5 enfants dans les Mistral gagnants, donc 5 enfants qui sont malades, potentiellement confrontés à leur mort, à quel point la mort est naturelle pour eux. Ils n'ont pas du tout envie de mourir, mais ils savent qu'un jour ils vont mourir, certains rapidement, et d'autres tout simplement à un âge adulte ou à un âge de grands-parents, comme la plupart des gens. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, cette pandémie, je ne le dirai jamais, parce que je trouve que les épreuves ne sont jamais des bonnes choses, mais je trouve qu'on peut en tirer des leçons, ou en tout cas des prises de conscience, et celle-ci en est une. De quoi avons-nous peur, en fait? Si on a peur de mourir, on a peur de vivre, je pense. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. On a tellement peur de mourir, on a tellement peur de ce virus qu'on ne peut pas contrôler, parce qu'on aime bien contrôler, que je trouve qu'on en vient à avoir vraiment peur de vivre. Christophe, Oui, 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 bien évidemment, je partage ce que vient de dire Anne-Dauphine. Moi, comment dire,
Au tout début de la pandémie, on est venu interroger des médecins, psychiatres, etc., ce que j'appelle les calmologues. Finalement, les virologues faisaient peur au public et alors on appelait au secours des calmologues pour expliquer un peu que faire face à cette peur du virus, cette peur de la mort dont parlait Anne-Dauphine. Euh, mais ce que je m'attachais à dire, c'est qu'il ne faut pas trop calmer la peur. La peur, au fond, je crois, on parlait du retour de la mort, et je vais compléter un petit peu ce que moi j'avais envie d'en dire également, mais il y a eu aussi le retour de la peur. Au début, on avait très peur parce qu'on ne savait pas bien ce qui se passait, parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus, beaucoup de secrets, beaucoup de dissimulation. Et au fond, ce qu'il me semblait, c'est que c'était bien d'avoir peur dans la mesure où on ne cédait pas à la peur. Où, au fond, la peur servait non pas à nous paniquer, mais à nous rendre prudents. La prudence, c'est une vertu qui dérive de la peur. On sait que quelque chose est dangereux ou possiblement dangereux. Et donc, on s'en approche avec prudence, on continue de vivre avec prudence. Et je crois que cette prudence, finalement, elle est très importante. Elle est quelque chose qui responsabilise les humains. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette pandémie et dans tous les bouleversements sociaux, psychologiques qu'elle entraîne, c'est finalement qu'elle nous force à redevenir adultes. Nos sociétés contemporaines sont des sociétés qui ont beaucoup de défauts. Elles ont des qualités, mais elles ont beaucoup de défauts. Elles sont très matérialistes, très nous poussant à beaucoup d'égoïsme, beaucoup d'individualisme, et nous poussant aussi à l'immaturité, nous poussant à réclamer au fond un confort permanent, une absence de responsabilité personnelle, voilà, que tout soit pris en charge. Moi, un jour, il y a quelques années, j'avais vu un truc qui m'avait fait tomber un peu à la renverse. C'était un assureur qui proposait de couvrir l'assurance absence de neige. Alors, il disait aux gens, voilà, vous voulez aller au sport d'hiver, mais on vous assure au cas où il n'y aurait pas de neige. Enfin bref, cette espèce de société immaturante, voilà, à mon avis, avait beaucoup d'inconvénients. Là, ce qui se passe, c'est d'une part que la peur revient, la mort revient. La mort, elle était en exil. La mort était en exil dans nos vies, elle était en exil dans les hôpitaux, dans les services où on accueillait les patients en fin de vie, les services de soins palliatifs, elle était en exil dans les maisons de retraite, les EHPAD, comme on dit en France, je ne sais pas comment vous dites en Belgique, et au fond, voilà, on avait exilé la mort. Et là, elle fait son grand retour. Elle se balade dans la rue, elle se balade dans le métro, elle se balade dans le train. On ne sait pas euh, comment elle peut nous frapper, nous toucher. J'avais entendu récemment le témoignage d'un patient qui disait ce truc qui m'a beaucoup touché. Il disait, j'ai peur de l'air. J'ai peur de l'air que je respire parce qu'il y a peut-être des virus à l'intérieur. Et cette histoire-là, elle est troublante, mais je pense qu'elle peut nous faire beaucoup de bien. D'abord parce que, comme le disait Anne-Dauphine, vivre, c'est savoir qu'on va mourir. La vie, c'est ce passage. Hein, on ne sait pas ce qu'il y a avant, on ne sait pas ce qu'il y a après. Et puis tout à coup, on se retrouve là, sur cette terre. On sait, en tout cas lorsqu'on est adulte, et les enfants le savent assez tôt, effectivement, que ça va se terminer. Et donc, il faut faire avec, et soit ça va arranger notre vie, cette peur de la mort, soit ça va l'embellir et nous pousser à la savourer de toutes nos forces. Donc, effectivement, c'est une possibilité pour celles et ceux, en tout cas, qui ont le loisir de réfléchir à ça. Il y a aussi toutes les personnes pour qui cette crise, c'est simplement une aggravation terrible de conditions de survie déjà misérables, déjà très incertaines. Et donc, ces personnes-là, évidemment, elles n'ont pas ce luxe que nous avons dans les pays occidentaux de pouvoir s'interroger sur leur avenir psychologique à moyen terme. Nous pouvons le faire, c'est bien que nous le fassions, et j'espère en tout cas que le plus grand nombre d'entre nous va réfléchir à toutes ces dimensions. Désolé, j'ai été un peu long, mais c'est vrai que c'est quand même un événement historique. Il y a beaucoup de choses à raconter. Et c'est pour vous écouter que nous sommes là. Mais merci beaucoup. Peut-être un petit peu euh, euh, euh,
étonnant, enfin pas étonnant, mais de vous entendre l'un et l'autre. Christophe, tu parles d'une société de l'immaturité dans laquelle effectivement on a tendance à oublier la seule certitude qui accompagne toute naissance dans un océan d'incertitude. Et cette seule certitude, c'est qu'on va mourir. Et en regard de ça, comme nous le dit Anne Dauphine, eh bien les enfants, eux, dans cette société de l'immaturité, les enfants qui sont moins mûrs, eux, ça ils le savent. Et ou les enfants malades, mais les enfants de manière plus générale, ils ont probablement une attitude beaucoup plus naturelle face à la mort que ce que nous avons souvent tendance à avoir, à part, comme tu le disais Christophe, dans les endroits dans lesquels cette mort est mise en exil. Alors, vous êtes confinés en France, nous sommes confinés aussi maintenant depuis près de 2 mois, et ce confinement nous impose des nouvelles contraintes extérieures, il nous oblige à certains renoncements et il réduit certaines de nos libertés. Est-ce que nous pouvons travailler à l'intérieur à l'intérieur de nous, pour essayer d'élargir l'espace de notre liberté intérieure, Christophe? Oui, oui, on a intérêt. Une fois de plus, si on a loisir de le faire, si on n'est pas dans la survie immédiate, si on n'est pas à la rue, si on n'est pas dans des conditions matérielles épouvantables, bien sûr que c'est important de s'y attacher. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que finalement, on a une réduction de notre autonomie en matière d'espace. Nous sommes restreints dans nos déplacements physiques, mais nous avons une augmentation pour beaucoup d'entre nous, en tout cas du temps disponible. Donc on a moins d'espace, on a plus de temps. Et malheureusement, le remplissage du temps, c'est aussi une de nos grandes infirmités modernes. Et j'utilise le terme de remplissage parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. La plupart d'entre nous euh, sommes dépendants de tout un tas de supports extérieurs, d'actions, de distractions. Nous y sommes accros même. Et nous avons perdu pour beaucoup le goût de la contemplation, le goût de la lenteur, le goût du calme. Et il nous faut les réapprendre. Il y a quelques années, une petite étude scientifique avait beaucoup intéressé notre communauté de personnes, chercheurs, soignants sur la méditation. C'est cette étude qui montrait que des volontaires à qui on demandait de passer un quart d'heure tout seul, sans rien faire, dans une pièce vide, où il n'y avait pas de fenêtre, pas d'écran, mais juste un appareil à se donner soi-même des chocs électriques, eh bien la plupart de ces volontaires préféraient s'administrer des chocs électriques que ne rien faire pendant un quart d'heure. Des petits chocs électriques assez douloureux, pas dangereux, mais assez douloureux. On posait la main sur une petite plaque et donc on recevait des décharges électriques. 2 tiers des garçons, 1 tiers des filles préféraient tester ce que ça faisait d'avoir cette petite souffrance électrifiée plutôt que la souffrance de l'ennui et de la non-action. Donc, je rappelle ça pour montrer à quel point cette histoire de confinement a été dure pour beaucoup de personnes, parce que soit elles avaient le choix entre la douleur de l'ennui, soit elles avaient le choix entre le stress des infos ou entre la distorsion du monde liée aux réseaux sociaux. Ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de personnes ont surutilisé leurs réseaux sociaux avec tous les dégâts que posent les réseaux sociaux, tout comme les dégâts de l'info. Les dégâts des infos en continu, on les connaît, ça augmente l'angoisse de la plupart des gens, parce que ça ne délivre que les mauvaises nouvelles, mais les dégâts des réseaux sociaux, on les connaît moins, c'est que ça rigidifie nos positions. On ne fréquente que des personnes qui pensent comme nous, que des médias qui pensent comme nous, et du coup, on devient de plus en plus intolérant, méfiant, suspicieux, rejetant envers tout le reste des autres médias ou des autres personnes qui ne pensent pas comme nous. Donc, il y a eu un boulot gigantesque à accomplir. Un certain nombre de personnes l'ont sans doute accompli. On a vu, par exemple, un boom considérable du recours aux exercices de méditation proposés sur Internet. Je crois que les plateformes, les petites applications, des choses comme Petit Bambou, etc., qui proposent des exercices de méditation, ont vu leur connexion, leurs abonnements tripler ou quadrupler. Donc, il y a eu cette quête dont tu parlais, Christelle, finalement, on a cherché des espaces intérieurs, puisqu'on était privé de ces espaces extérieurs,
Je ne sais pas, là encore, jusqu'à quel point, jusqu'à quel degré, quel pourcentage de la population s'est attaché à faire ça, mais au fond, ça n'est pas très important. Je crois que chaque personne a compris l'importance de certains fondamentaux dans nos vies. Des choses très très simples, le lien à la nature, le lien aux autres, le lien à des activités essentielles, la cuisine, des choses comme ça. Et ça, ce sera sans doute un des héritages de cette crise. Merci Christophe. Et Anne-Dauphine, comment est-ce que tu vois cette liberté intérieure et surtout la marge que nous avons peut-être pour y travailler de manière délibérée? Moi, j'ai été impressionnée par une réflexion d'une voisine rencontrée, alors à 2 mètres de distance, hein, je vous rassure, mais en allant faire mes quelques courses, et qui était très mal, qui allait très mal, enfin, psychologiquement, en fait, qui était très perdue. Et elle me disait, c'est atroce ce silence, ça fait penser à la mort, quand on a l'impression que la ville est morte. C'est vrai que dans la rue, c'était au début du confinement, avant que les gens commencent à reprendre quelques libertés, il n'y avait pas une voiture, il n'y avait rien. Alors, il y avait quelques chants d'oiseaux, mais sinon, il y avait un silence que instinctivement ou inconsciemment, on associe à la mort. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que ce silence, dans cette liberté intérieure que nous avons, dans cette intériorité, il y a énormément de silence. Il y a beaucoup de silence. Et quand on l'a apprivoisé, on n'a pas peur du silence. Je suis impressionnée de moi de ce que notre société ne supporte pas le silence. Il y a du bruit partout, tout le temps. J'ai essayé de joindre un médecin, parce qu'on a aussi besoin de se soigner. Et pendant tout le temps de l'attente, j'avais une musique dans les oreilles. C'était insupportable. Le silence était insupportable. Le silence voulait dire le vide et l'absence. Je me suis souvenue du témoignage édifiant et qui s'applique tout à fait à ce qu'on vit aujourd'hui d'un grand ami, Philippe Pozzo di Borgo, l'homme qui a inspiré le film Intouchable, qui s'est retrouvé tétraplégique du jour au lendemain et qui est passé d'une vie tonitruante, mouvementée, remplie, débordante même, tout à coup à un lit d'hôpital et surtout au silence. Et il raconte de façon magnifique à quel point il a apprivoisé le silence et que ce silence, au lieu de lui faire peur et au lieu de l'écraser et de l'envahir, est venu l'habiter tout simplement et l'habiter intérieurement. Je crois que dans notre espace intérieur, dans notre liberté intérieure, il y a ce silence que nous pouvons nous remplir. La liberté intérieure, en fait, c'est pratiquement la seule liberté qu'on a. Je ne sais pas si vous vous souvenez des témoignages, notamment de Jean-Paul Kaufmann, ça date un petit peu, hein, mais qui avait été fait otage il y a quelques décennies maintenant, qui disait « J'ai été privé d'une forme de liberté, c'est évident, pendant des mois, mais j'ai gardé toute ma liberté intérieure. » Et il s'est senti libre pendant tout le temps où il a été séquestré. Cette liberté intérieure, c'est la plus grande richesse que nous ayons. On l'oublie parce qu'on a un monde qui fait tellement de bruit et qui a tellement de mouvements qui ne nous laisse pas le temps de nous retourner vers cette liberté intérieure. Aujourd'hui, c'est ce que disait Christophe, nous avons ce temps-là. Alors, on est d'abord très décontenancé. J'avoue que, alors, la plupart des gens ne sont quand même pas désœuvrés. Beaucoup de gens travaillent à domicile. Certains travaillent à domicile avec en plus des enfants à gérer, des scolarités, on devient un peu prof, etc. Donc, on a à la fois beaucoup de temps chez soi, pas beaucoup de temps non plus parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses à faire, mais un vase clos qui nous empêche de nous réfugier dans le bruit du monde. Donc, on a ce silence intérieur, on a cet espace qui nous est donné. Et c'est à nous, en fait, de le gérer. Il y a d'abord beaucoup d'appréhension, je pense, et aussi se retrouver un peu face à soi-même, réviser un peu les priorités de notre vie. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Alors, on a vu que tout à coup, c'était révélé, c'est toujours existé, mais la relation aux autres, l'importance de la relation aux autres, la façon dont s'occuper de nos aînés, de toutes ces personnes âgées que l'on aime, qui vieillissent et passent la fin de leur vie dans des EHPAD assez isolés, et tout d'un coup, on n'a plus accès à eux. On remet aussi un peu en question cette façon de les accompagner. Je trouve qu'on en revient à toucher à des vrais fondamentaux, mais je ne sais pas ce qu'il en restera. Sans pessimiste aucun, hein, mais je ne sais pas ce qu'il en restera, parce qu'il y a une prise de conscience, c'est certain, et Christophe l'évoque très bien, mais la prise de conscience, ce n'est pas suffisant. Moi, je l'ai vécu. Hein. Je veux dire, le confinement que je vis aujourd'hui, pour moi, ça n'est qu'un bis repetita de ce que j'ai vécu avec la maladie de mes filles, et notamment
avec la greffe de moelle osseuse d'Asilis qui nous a confinés au sens propre du terme pendant quelques mois, avec là aussi des masques, des gants, en ayant peur des virus et de l'autre, parce qu'on avait peur de ceux qui pouvaient s'approcher, de la contaminer, et donc et ça aurait pu être fatal. J'ai vécu cette forme de confinement. J'ai pris plein de grandes résolutions pendant ce confinement, parce que j'ai réalisé en effet l'importance de se recentrer, l'importance de s'écouter, l'importance d'accueillir cette paix intérieure. Et comme le disait très justement Christophe aussi, d'accueillir nos peurs aussi, de les considérer, parce qu'elles existent, et de ne pas les rejeter en les bafouant. Non, elles sont là, nos peurs, et elles ont le droit d'exister. Mais je me suis rendu compte ensuite, quand le calme est revenu, le naturel est revenu aussi, et que si on ne prend pas la décision de changer, et de changer des petites choses, on ne va pas changer radicalement, et que ces petits actes de méditation intérieure, ou de temps personnel, ou en effet de faire la cuisine. Moi, je me suis mise à faire de la brioche. Les supermarchés sont remplis de brioches, mais je me suis mise à faire ma brioche en ayant une satisfaction absolument incroyable. Je vous rassure, elle n'est pas très bonne, mais je progresse. Et je me suis et ça, c'est un acte de volonté de continuer à faire tout ça ensuite. Et c'est là qu'est notre liberté. Notre liberté, c'est pas on a subi quelque chose et on va continuer à le subir parce qu'on est des êtres dociles qui, ayant compris quelque chose, l'appliquent. Notre seule liberté, c'est de dire je choisis de continuer à vivre comme ça, même quand le temps normal reviendra. Hmm. Si je peux compléter ce que vient de dire Anne-Dauphine, c'était très beau sur le silence, tout ce que tu as rappelé sur l'importance du silence. Moi, c'est une de mes obsessions dans notre monde moderne, effectivement, là encore, cette mise en exil du silence. C'est effectivement dans les salles d'attente des médecins, des dentistes, dans tous les lieux sont diffusés, les restaurants, on diffuse de la musique, effectivement, bon, l'attente au téléphone, et cette découverte qu'ont fait beaucoup de citadins en ouvrant leurs fenêtres lors du confinement, de réentendre les oiseaux, de pouvoir méditer, la fenêtre ouverte, suivre ses mouvements respiratoires, écouter les bruits de la vie, même s'ils habitaient en pleine ville, ça a été pour beaucoup de personnes quelque chose de précieux. Le silence, c'est quelque chose dont notre cerveau a besoin. On a des études montrant effectivement qu'en gros, pour faire simple, le silence fait pousser les neurones, alors que le bruit permanent, excessif, est un stress et à ce titre use et fatigue notre cerveau et donc abaisse notre immunité, etc. Tout ça, on le savait depuis longtemps, mais depuis quelques années, on s'est aperçu que finalement, le silence était une des vertus, en tout cas ce que j'appelle le silence, c'est-à-dire le calme habité, hein, une petite rumeur, le chant des oiseaux, le bruit du vent, des bruits de conversation dans le lointain. C'est de ça que nous avons besoin, c'est de ça que notre cerveau a besoin, de bruits naturels. Et en fait, peu à peu, notre monde nous prive de tout ça. Et d'ailleurs, on voit que la possibilité de jouir du silence est devenue un luxe pour personnes riches. On a en France une chaîne qui s'appelle les Relais du silence. C'est des hôtels où vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de potin, il n'y aura pas de bruit de moteur, etc. Dans les grands aéroports, les salles d'attente pour les passagers de classe affaires ou de première classe, ce qu'on appelle les lounges maintenant, c'est des endroits où règne le calme, alors que les salles d'attente du grand public, il y a sans arrêt des annonces tonitruantes, du bruit. Donc le silence est en train de devenir un luxe dont on se prive absurdement. Là récemment, moi je fais plus de ski maintenant, ça me barbe les stations de ski alpin, mais les dernières fois où j'y suis allé, il y avait des haut-parleurs. Tu arrives en haut des pistes, tu as cette chaîne de montagnes de tous côtés, ce spectacle magnifique, et au lieu d'écouter le bruit du vent sur les cimes, tu as cette espèce de sono pour exciter les gens. Enfin bref, voilà. Donc le silence, c'est quelque chose de très très précieux dont nous avons redécouvert effectivement la valeur, la vertu, et médicalement, on est en train de la valider. Et puis, ce que disait Anne-Dauphine sur l'après, évidemment, c'est le grand débat qu'on a tous. Est-ce qu'on va tenir nos résolutions? Tu évoquais, Anne-Dauphine, ce qui se passe lorsque c'est la maladie qui rentre dans nos vies, que ce soit la maladie d'un de nos proches, d'un de nos enfants, ou notre propre maladie. Et là, on se dit, bon sang, voilà, tu vois les choses importantes et donc tu vas te tenir à ce que cette épreuve terrible t'a appris pour ton avenir. Et puis,
On voit bien que comme on vit dans un monde qui nous tire de l'autre côté, qui ne nous tire pas vers ce qui est fondamental, essentiel, mais qui nous tire vers la superficialité, vers l'agitation, vers l'extériorité, qui nous tire vers le fait de ne pas réfléchir à ce dont on a vraiment besoin, ce qu'il faut qu'on donne vraiment aux autres, eh bien c'est un combat permanent, c'est un effort permanent. Et je crois que ce qui va être passionnant dans les mois qui viennent, c'est d'observer comment dans notre société, les forces, j'allais dire, qui vont vouloir rétablir que tout se reproduise comme avant, vont se confronter aux forces de celles et ceux qui disent non, on a appris des choses. Là, cette crise, elle nous a ouvert les yeux sur des choses qu'on savait déjà. On savait tous que notre système est un système suicidaire, absurde, on sait tout, on savait tous qu'on allait dans le mur, mais on regardait ailleurs. Là, la crise, c'est comme une main de géant qui nous prend le menton et qui nous force à regarder là où il faut, nous tire le visage comme on le ferait pour un enfant et qui nous force à regarder en face ce qui va nous arriver. Est-ce que c'est toutes ces personnes qui tentent d'orienter l'opinion publique vont l'emporter vers la nécessité d'un changement? Est-ce que ces personnes vont l'emporter vers celles qui disent non, non, revenons comme avant? On n'en sait rien, mais c'est vrai que c'est ça aussi qui peut aider nos efforts à persévérer. Si toi, tu décides de faire certains efforts et que tout autour de toi, eh bien, tu ne trouves aucun écho à ces efforts, il y a le découragement. Il faut être très costaud, très fortiche pour tenir bon à contre-courant absolu. Merci, vous m'amenez à la dernière question. Bon, bien sûr, vous l'avez dit, on sait que de très nombreuses personnes souffrent beaucoup de cette pandémie, souffrent du confinement pour des raisons de santé, pour des raisons relationnelles, familiales et sociales, pour des raisons économiques, bien sûr. Mais pour les personnes qui ne sont pas en mode survie et qui ont donc le loisir justement de profiter, si j'ose utiliser le mot, de cette période de mise à l'arrêt de certaines choses pour prendre du recul, se poser. Vous avez parlé de résolution. Anne-Dauphine, tu as parlé, Christophe aussi, des doutes que vous aviez sur la capacité que nous aurons à les tenir. Mais au niveau individuel, quelles seraient vos invitations justement pour nous permettre, au niveau individuel, d'adopter des résolutions et de vraiment rester vigilants à ne pas retourner de manière automatique à nos modes de fonctionnement d'avant, en tout cas pour la part de ces modes de fonctionnement qui en réalité ne nous conviennent pas, ne sont peut-être pas alignés à ce que sont vraiment les priorités dans nos vies. Quelles seraient vos invitations, Anne-Dauphine? Moi, je suis impressionnée par une espèce de dichotomie qu'on entend en ce moment tout le temps. On parle du monde d'avant, on veut revenir au monde d'avant, vivement qu'on revienne au monde d'avant. Tous les messages qui disent « ça sera bien quand tout deviendra comme avant ». Et puis, autant de messages et parfois des mêmes personnes qui disent « il ne faut surtout pas que ça redevienne comme avant, il y aura le monde d'après ». Et on sent bien qu'on a quand même un écartèlement total entre cette volonté très rassurante de retrouver le monde d'avant. Alors, évidemment, la vie sociale, le fait d'aller au restaurant, de voir des gens, de se promener dans la rue, des choses finalement qui sont assez basiques, dont on a été privé, dont on n'imaginait pas pouvoir être privé. On n'imaginait pas que pour sortir dans la rue, un jour, il nous faudrait un papier. Moi, je trouve ça totalement oppressant. Donc, il y a cette volonté de cette vie d'avant, de retour à cette vie d'avant, et avec quand même une conscience, une envie de tout changer. Alors, je pense que la première chose à faire, c'est d'adopter une certaine mesure. On ne va pas tout changer. C'est évident qu'on ne va pas tout changer. D'abord parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui existent dans notre vie d'avant, si on peut parler comme ça, mais je crois qu'il y a vraiment un avant et un après. Et puis parce qu'il faut prendre des choses, il faut prendre des résolutions ou prendre des décisions mesurées. Moi, pour tout vous avouer, au début du confinement, peut-être aussi parce que j'avais peur de cette période qui nous attendait et de ce vide aussi auquel j'allais être confrontée, même si je l'ai connu. Enfin, vous voyez, j'en ai fait l'expérience et pourtant, une fois que je me suis retrouvée confrontée, ça m'a effrayée. J'ai fait une liste de tout ce que j'allais faire chez moi. Évidemment, tout ce que j'ai jamais fait, encadrer des photos, ce que j'ai pas fait depuis des années, finir les albums photos de mon mariage, c'était il y a 20 ans. Enfin bon, des choses. Bon, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. J'ai fait quelques petites choses à la marge, mais heureusement, je n'ai pas fait toute la liste. Je me suis rendu compte que cette liste était là pour me rassurer, pour me dire que j'allais bien remplir mes journées, mais ce n'est pas ça la réalité d'une vie. Ce n'est pas de faire tout ce qu'on n'a jamais fait.
c'est juste de bien faire ce que l'on a à faire aujourd'hui. Je crois que la principale résolution qu'on a à prendre, et je sais déjà que Christophe va me rejoindre parce que c'est un sujet que nous aimons tous les deux, c'est juste de vivre l'instant présent. C'est de vivre aujourd'hui sans se réfugier dans le passé. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux avant? Le passé, c'est fini. Voilà, c'était hier et hier, c'est terminé. Sans trop imaginer le futur, qui peut être très angoissant et qui est souvent la source de toutes nos peurs, c'est le futur. Le futur, c'est pas encore maintenant. Et puis, si ça se trouve, ça n'existera pas. À quoi bon ou s'y projeter ou hypothéquer sur le futur? Non, la seule chose qui compte, c'est de vivre l'instant présent. Et si on se pose, alors, sans que ce soit obsessionnel, évidemment, mais si on se pose tranquillement la question de se dire, est-ce qu'à l'instant, je suis ajustée? Qu'est-ce que je fais à l'instant? Comment je vais... Cette journée, qu'est-ce qui se passe dans cette journée? Je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus juste et qui rejoint le temps de l'homme qui est le présent. C'est un peu ce que nous dit cette crise, finalement. Cette crise, elle nous dit, c'est impressionnant comme tout a basculé en 15 jours, enfin pour moi, en une journée, parce que le jour du confinement, j'ai eu un événement, une excellente nouvelle le matin, et le soir, tout se cassait la figure, parce que voilà, et on ne l'a pas vu venir, et au début, on s'est dit, la peur est encore plus contagieuse que le virus, et on s'est dit, voilà, on a eu l'impression qu'il y avait une espèce d'emballement, et puis il y a une réalité qui nous a rattrapés, qui a bousculé notre vie du jour au lendemain. Notre vie peut être bousculée du jour au lendemain, c'est une certitude. Et ce que l'on en tire, c'est ce que l'on a ressenti pendant cette période-là. D'abord, d'être ajusté à sa vie, à ce que l'on fait. Moi, j'aime ça chez les enfants, la certitude qu'ils ont de faire au bon moment ce qu'ils ont à faire. Vous connaissez cette phrase d'un petit garçon, on lui dit, si tu savais que tu allais mourir demain, qu'est-ce que tu ferais? On pose la question aux adultes. Les adultes changent tous leur trajectoire. Hein. Il y en a qui vont jouir de la vie dans les quelques heures qu'il leur reste le plus possible, d'autres qui disent, bon, dans ce cas, c'est fini, autant que ça s'arrête tout de suite. Et un enfant, quand on lui pose la question, il dit, ah ben, je continuerai à jouer, parce qu'il est ajusté à sa vie. Il sait qu'il est bien positionné, qu'il fait à l'instant ce qu'il a à faire, ce qui lui fait du bien. Mais si on pouvait retrouver cette âme d'enfant, cette possibilité-là d'être ajusté à notre vie, et puis quand même, parce que j'y suis très sensible, cette ouverture aux autres. Moi, j'ai découvert des voisins qui habitent en face de chez moi quand même. Ben, on se voit, enfin on ferme nos volets, on ouvre nos volets, et on ne se parle surtout pas. Ben là, quand on ferme et qu'on ouvre nos volets, on se dit bonjour et bon courage, et puis j'espère que vous avez passé une bonne journée. Cette proximité-là, si on pouvait la réintégrer dans notre société et mettre à mal l'un des plus gros virus de notre société, qui est bien plus viral que le Covid-19, qui est l'individualisme. C'est-à-dire qu'une société, ça n'est pas des individus qui vivent côte à côte, c'est des gens qui vivent ensemble. C'est des âmes qui s'unissent. Nous sommes dépendants de ce qui se passe des autres. Et je pense qu'on en a pris un peu conscience aujourd'hui. On applaudit les soignants tous les soirs. Je ne pense pas qu'on les applaudira toute notre vie. Mais si on pouvait avoir cette pensée-là pour eux régulièrement, si on pouvait s'intéresser à ce qui se passe chez notre voisin qui est tout seul, qui est mal en point, qui n'a pas de visite et qui souffre, lui, de ce confinement toute sa vie et pas seulement pendant une courte durée, je pense qu'on peut changer le monde. Merci Anne-Dauphine. Alors je ne reviens pas sur l'instant présent, tu en as magnifiquement parlé, c'était très bien, j'ai absolument rien à ajouter sur ça. Ce que tu dis sur le lien aux voisins, moi ça m'a bien fait réfléchir aussi à tout ce qui nous est arrivé, notamment alors envers les inconnus qu'on croisait dans la rue. Je ne sais pas si tu te souviens, si vous vous souvenez toutes les deux, les premiers jours, les gens se méfiaient les uns des autres, on faisait des écarts. Et puis au bout d'un moment, c'était tellement absurde, je me suis dit, ben, il faut absolument que tu regardes les gens, que tu leur dises bonjour, que tu les rassures, que tu cesses de voir ces personnes masquées que tu croises dans la rue comme des porteurs de virus, mais comme des humains comme toi, quoi, qui sont emmerdés par cette crise, par ces contraintes, par ces peurs. Et depuis toutes mes balades, je fais toutes les balades réglementaires, dans le kilomètre réglementaire, en observant la distance réglementaire, mais j'essaie à chaque fois d'accrocher le regard des gens, de leur sourire, de dire bonjour. Et ben, ça ne marche pas toujours. Il y a des gens qui n'aiment pas trop qu'on rentre dans leur bulle en les saluant, mais je me dis que c'est comme ça des petites graines de liens que je sème dans cette sale ambiance qu'il y avait dans les rues. Ça s'arrange un peu, là, ça sent le déconfinement, les gens sont plus légers, plus nombreux, plus joyeux. Après, ce que m'inspirait, ce que tu viens de dire sur ces petits-enfants, ces petits garçons dont tu parlais, qui finalement, s'ils devaient mourir demain, ben, ils mèneraient
la vie qu'il a toujours menée parce que c'est sa plus belle vie possible, c'est la vie de l'instant présent, la vie du lien immédiat au monde. Euh, Moi, je me suis souvent posé cette question et il me semble que pour l'adulte que je suis, en tout cas, ça marche mieux dans mon cas si je me dis, ben voilà, si un jour tu avais la certitude que dans 5 ans tu seras mort, parce que demain ça mettrait une telle pagaille que je crois que je ferais n'importe quoi et ça serait pas très intéressant. Voilà, ça, il n'y aurait pas d'enseignement. Mais si tu étais sûr et certain, si Dieu descendait du ciel, te mettait la main sur l'épaule, tu disais Christophe, tu en as pour 5 ans. Je te dis ça parce que je t'aime bien, mais voilà, dans 5 ans c'est terminé. Là, je crois que je mettrais en marche tout un tas de chantiers qui ne pourraient pas être des chantiers absurdes ou égoïstes ou uniquement tournés vers le plaisir de vivre, parce que 5 ans quand même d'épicurisme absolu, ça ne marcherait pas. Et je ferais des choses peut-être plus alignées, comme tu disais, plus ajustées à ce qui me semble important. Et du coup, c'est vrai que cette crise, moi, avec mon épouse et puis tous les membres de notre famille, on s'est tous dit, ben, on va rédiger par écrit nos résolutions pour les années à venir. Et donc, je me suis mis à une feuille de papier et je me suis dit, voilà, mais toi, pas ce qu'il faut que le gouvernement fasse, pas ce qu'il faut que les GAFA fassent, la fraude fiscale, tous ces trucs-là, ce que toi, tu vas faire. Et je me suis rapidement aperçu qu'il y avait deux choses. Il y avait d'une part tout ce dont je devais me priver. Effectivement, arrêter de prendre l'avion plus radicalement que je ne l'avais fait, arrêter de manger de la viande plus radicalement que je ne l'avais fait, voilà, toutes ces choses, arrêter d'acheter parce que c'est les soldes, parce que c'est une bonne occasion, parce que mes filles me disent papa, t'es habillé comme un vieux clodo, il faut absolument que tu sois à la mode. Bon, ok, allez, je vais au solde, j'achète 2-3 trucs à la mode. Arrêter tous ces trucs-là, peut-être. Et puis, développer des nouveaux comportements et notamment, effectivement, dans nos façons d'être en lien les uns avec les autres. C'est vrai que là, moi, je suis à la retraite maintenant, donc je suis plus soignant en activité. Et donc, ben, sans doute que le risque qui me menace, c'est de me replier un petit peu sur ma vie tranquille, d'aspirer à la tranquillité. Et donc, de dire, ben voilà, il va falloir que tu continues peut-être de trouver comment faire ta part dans ce dont le monde a besoin en termes d'altruisme, de bienveillance. Et donc, c'était assez intéressant parce qu'à chaque fois, j'essayais de me remettre le nez dans des résolutions concrètes, de dire non, non, mais c'est pas ce qu'il faut qu'on fasse en général, c'est ce que toi, Christophe André, tu dois être capable de faire là, maintenant, tout de suite, en sortant de ce bureau, en reprenant ta vie de déconfinement. Et c'est vrai que c'est un exercice tout bête, hein. En fait, on s'aperçoit qu'on prend tous un petit peu les mêmes résolutions, mais que justement, ce sont des choses simples qui pourraient beaucoup améliorer notre quotidien à toutes et à tous et répondre un peu à cette énigme que tu soulevais tout à l'heure, Anne-Dauphine, c'est-à-dire on prend des résolutions et puis on a du mal à les tenir, mais peut-être que ce qui nous aide à les tenir, c'est de voir qu'autour de nous, des tas de gens les prennent et les tiennent. Et, et j'en suis même arrivé à cette conclusion que ça serait bien aussi pour aider nos décideurs politiques. Au fond, quand tu es un décideur politique, tu es comme les autres, tu es aspiré vers le matérialisme, vers voilà, vers le fait de refaire toujours les mêmes choses. Et si tu vois tout un tas de citoyens changer et te mettre la pression calmement, sans t'insulter, sans t'agresser, parce que les pauvres, hein, j'aimerais vraiment pas être à leur place, hein, de nos femmes et hommes politiques actuellement, c'est le cauchemar absolu. Ils prennent sur la tête une crise que personne n'aurait pu imaginer, même si elle était prévisible, et donc ils doivent improviser. Bon, foutons-leur la paix, on jugera à la sortie, mais au fond, on pourrait les aider en changeant toutes et tous finalement. Alors, voilà, donc c'est le chantier actuellement dans lequel je suis engagé. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Christophe, parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans le discours politique, je trouve, et qui est très important. C'est qu'on a entendu plein de fois, on compte sur chacun d'entre vous, c'est chacun d'entre vous, c'est l'action de chacun d'entre vous. Merci à chacun d'entre vous d'être resté chez lui, etc.
Et tout à coup, les hommes politiques nous ont rappelé que nous étions la société, que chacun d'entre nous forme la société, et qu'on n'est pas juste une masse dont on écoute ou pas l'opinion, qu'on suit ou qu'on ne suit pas, qu'on manipule ou pas, que nous sommes chacun des membres de cette société et que ce que chacun fait a un impact fort sur la société. Moi, j'ai été assez impressionnée quand même, au-delà de la peur qui a couru assez vite, du nombre de personnes dont j'ai été. Moi, j'ai une bonne santé, j'ai attrapé le Covid, j'ai été malade, mais j'en suis bien sortie. J'ai pas eu peur pour ma vie, c'est pas très agréable, mais j'ai pas eu peur. Mais je suis restée confinée chez moi parce que j'avais pas envie de contaminer les autres. J'avais pas envie que ce virus aille toucher quelqu'un de fragile et cause sa mort. Non pas dans un sentiment d'en être senti coupable, mais parce que j'avais une responsabilité vis-à-vis des autres et une responsabilité vis-à-vis des plus fragiles. Alors évidemment, les plus fragiles, c'est un de mes thèmes de prédilection. C'est souvent ceux qu'on n'entend pas. C'est souvent ceux qu'on met au banc de la société, en exil, ce mot que tu prononces si justement, André, et, Christophe, pardon. Et là, tout à coup, ils sont revenus au premier plan, ces gens fragiles. Parce que si on s'est tous confinés, c'est pas pour ne pas attraper le virus individuellement, c'est pour ne pas le transmettre à d'autres qui risqueraient d'en mourir. Et tout à coup, je trouve que le mot société, ce qui nous lie, la société, elle n'est pas faite pour unir les plus forts et qu'ils soient encore plus forts. La société, elle existe pour que les plus forts protègent les plus fragiles. Et qu'ensemble, nous soyons tous forts de nos forces et de nos fragilités. Et je trouve que ce mot société a repris un vrai sens avec la place de chacun, pas dans l'individualisme, mais chacun individuellement dans cette société qui peut agir collectivement. Moi, c'est presque la seule chose que j'ai envie de garder, pas d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue un petit peu plus large, c'est que nous sommes la société, que nous avons cette fierté et cette responsabilité-là aussi. Merci beaucoup Anne-Dauphine Julien et Christophe André pour vos éclairages très inspirants, pour vos suggestions de résolution, pas de nouvelle année, mais des résolutions de confinement. Vous nous invitez à nous responsabiliser et en même temps aussi à peut-être, si j'ai bien compris, nourrir certaines qualités de notre âme d'enfant, à bien la garder vivante, en gardant très présente à notre conscience le caractère éphémère et le caractère très précieux de la vie, et puis ne pas remplir notre temps, parce que le temps, c'est la vie finalement. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Christelle. Merci, Anne-Dauphine.